Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM le 106.9 et sur KTV. Vous avez dit tellement de conneries hier à propos de cette étude, Samuel, qu'il a bondi. Il est venu sur le plateau. C'est Jamel Mekawi, le patron de l'INSEE, qui est avec nous. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Jamel Mekawi, bonjour. Bonjour. Encore une fois, merci pour l'étude que vous avez produite et dévoilée avant-hier. Encore une fois, c'est véritablement un outil pour Mayotte que vous avez présenté, parce que ça sert les politiques publiques. Quel est l'objet de cette étude ? Alors là, on est vraiment en lien direct avec une politique publique. Complet. En l'occurrence, c'est une enquête qu'on fait en partenariat avec le Centre de ressources pour la cohésion sociale, donc installé à Mayotte, et qui a pour objet de présenter un état zéro de la situation des différents quartiers qui ont été identifiés quartiers politiques de la ville. Alors ces quartiers politiques de la ville, c'est important, c'est assez méconnu encore ici à Mayotte. Tout à fait. Mais le quartier politique de la ville, c'est quelque chose qui existe depuis 40 ans en métropole. Et l'idée, c'était pour permettre l'égalité des chances des différents habitants, en particulier des résidents des quartiers difficiles en métropole, c'était de mener des politiques spécifiques pour leur permettre d'accéder à l'emploi, d'accéder à diplôme et ainsi de suite. Donc la ville, ça avait été très médiatisé à l'époque avec Bernard Tapie, si on revient très, très lointain. Qui était ministre de la ville à l'époque. Qui était ministre de la ville, ça a été le moment où ça a commencé à être très connu. Donc ça a vécu sa vie, 40 ans, et c'est considéré comme une politique publique d'importance pour favoriser la cohésion sociale. Alors c'est méconnu à Mayotte, mais le sujet est quand même d'importance, favoriser la cohésion sociale, l'égalité des chances du territoire. On voit bien qu'à Mayotte, on est totalement dans le sujet qui nous préoccupe. Oui, tout à fait. Bon, l'un des premiers exemples de la politique de la ville, c'est le quartier de Mgombani, avec le projet de l'ANRU, donc l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui finance en grande partie. Moi, j'ai une question toute bête. Les chiffres sont très très clairs. Il y a 36 quartiers prioritaires que vous avez dévoilés, surtout décelés, mais c'est surtout des bidonvilles, si on regarde bien. C'est plutôt l'inverse. En fait, c'est l'arrêté du 30 décembre 2014 qui définit les 36 quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est un choix institutionnel, un choix politique, de définir les 36 quartiers politiques de la ville au sein des 1296 quartiers, ou 1300, là j'ai un petit doute, quartiers nationaux. Donc il y a 1300 quartiers au niveau national, dont 36 à Mayotte, qui ont été définis comme prioritaires et comme devant nécessiter des actions spécifiques. D'accord. Nous, après, une fois que cette géographie a été dévoilée, d'abord il y a eu une première étape où on a donné les populations de tous ces quartiers. Ça a été au milieu de l'année dernière. Et puis après, là, à partir de cette étude, on définit des typologies spécifiques de ces différents quartiers. Et ce qui est intéressant de voir dans ces quartiers, c'est qu'ils sont assez hétérogènes à Mayotte. Donc globalement, tout le monde est défavorisé par rapport à la moyenne nationale. Mais on voit que dans ces 36 quartiers, il y en a quelques-uns qui sont plus favorisés que la moyenne, les 10 de l'Ouest. Et il y en a 6 qui sont nettement plus défavorisés que la moyenne. Ça veut dire que dans cet ensemble de difficultés du territoire, il y a 6 quartiers prioritaires qui représentent des difficultés majeures, que ce soit en termes d'habitat ou en termes d'emploi. Alors si je les cite assez brièvement, parce que pour donner un peu du corps à ce sujet, donc les 4 quartiers, les plus défavorisés à Mayotte en politique de la ville, c'est Ongojou, Majikavokoropa, Longoni, Kaweni, Kaani, Mirireni, celui de Tingoni. Donc ces 6 quartiers-là, ils se caractérisent par des difficultés majeures, plus importantes que les 36. Donc on est dans une situation de précarité globale, comme l'avait montré le dossier logement sur le territoire. Et quand on rentre dans ces quartiers politiques de la ville spécifiques, on voit que c'est plus important. Et si c'est un chiffre, dans ces quartiers-là, ces chiffres que j'ai cités, 57% de l'habitat est en tôle. Donc dans la pauvreté, on a une pauvreté accentuée dans certains territoires de la République. En aucun cas, il n'est question, dans votre étude, de clandestinité, de situation, de statut, d'identité, je veux dire. On va dire qu'on ne parle pas d'étrangers, on ne parle pas de personnes, on parle de précarité, tout simplement. Oui, alors pour caractériser ces différents quartiers, on a des indicateurs complémentaires, et en particulier, le lieu de naissance a été intégré. D'accord. Donc évidemment, dans les quartiers que j'ai cités, il y a un peu plus de personnes que dans le reste du territoire qui est né à l'étranger. Il y a aussi une constante que l'on voit dans votre étude, c'est que dans les quartiers dits prioritaires et véritablement défavorisés, le niveau d'éducation et de qualification est bien inférieur à celui des quartiers qui sont plus favorisés et l'accès à l'emploi est bien plus difficile. Tout à fait. Donc l'un des grands sujets, c'est que parmi ces 36 quartiers-là, la double difficulté qu'on rencontre, c'est comparer Mayotte par rapport à la métropole et comparer Mayotte entre soi. Donc dans les 36 quartiers, on a quand même noté 10 qui étaient plus favorisés que la moyenne. Les 10 quartiers situés de l'Ouest. Donc je ne cite pas là, mais on a 10 quartiers qui sont plus favorisés. Mais quand on regarde, ceux-là, ils sont plus défavorisés que la moyenne nationale, plus favorisés que la moyenne locale. Mais les 6 évoqués, ils sont nettement plus défavorisés sur tous les critères. Là, il n'y a pas photo. D'accord.
Donc c'est important. Après, on a 2 catégories intermédiaires, bon, je ne citerai pas ici, qui correspondent à des gens qui sont soit plus défavorisés en termes de logement, soit plus défavorisés en termes d'emploi. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, la différence entre les plus défavorisés et les plus favorisés de ces 36 quartiers, hein, les moins défavorisés, on va dire. C'est quoi ? Je vais vous donner un exemple. Dans le premier groupe, où il y a tous les villages de l'Ouest, on est sur une part de logement en tôle de 11%. D'accord. Contre 57% dans les derniers que j'ai cités. Donc c'est un écart phénoménal. Après, 11% de logement en tôle, c'est beaucoup, hein, attention. Oui, hein. oui. Et c'est déjà le point de comparaison. Mais comparativement, ces 2 territoires, ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques en termes de précarité. D'accord. Mais ceux qui sont dans les 11% des logements en tôle dans les quartiers favorisés, eux, ces 11%-là, ils sont aussi défavorisés que ceux qui sont dans les baraques en tôle de l'autre côté. Oui. Alors l'idée de la politique de la ville, c'est de mettre des indicateurs de défavorisés, mais on peut être pauvre dans un quartier riche. Vous pouvez être pauvre à Neuilly. C'est ce que j'ai C'est rare quand même d'être pauvre à Neuilly, mais globalement, c'est difficile. vous pouvez avoir des îlots de pauvreté dans des endroits qui sont globalement riches. Mais les indicateurs de quartier politique de la ville, c'est de déterminer dans sa globalité comment ce quartier vit. Donc, si je prends l'indicateur national qu'utilisé, c'est d'avoir 60%, être inférieur à 60% du revenu médian de l'ensemble du territoire. Donc c'est un indicateur de revenu. Ici, c'est tous les indicateurs qui ont été pris en compte eu égard au territoire. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que vous habitez un quartier politique de la ville, que votre situation personnelle est forcément défavorisée. Ouais. Bon. Il est rare d'habiter à Ongojou et tous les villages que j'ai cités en étant dans une situation confortable, mais c'est imaginable. D'accord. Et donc, pour être bien précis, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, c'est pas vous qui avez découvert ces 36 quartiers en vous promenant. Il y a probablement bien plus de 36 bidonvilles à Mayotte d'ailleurs. C'est défini par un arrêté, vous disiez. Exactement. Voilà. Nous, on n'a pas défini. C'est encadré. C'est pas nous qui définissons quelles sont les priorités menées par la politique de la ville. D'accord. Les priorités menées par les quartiers politiques de la ville sont définies par l'arrêté de décembre 2014 que j'ai cité. Et nous, en fait, comme dans tous les autres territoires de France d'ailleurs, on accompagne cette définition de politique publique en émettant un éclairage statistique sur ces différents quartiers. Alors, ce qui est important aussi, c'est que là, c'est un état zéro. C'est-à-dire qu'on a pris le recensement de 2012 pour identifier ces éléments. Donc on a un état zéro, on a des indicateurs pour chaque quartier politique de la ville et on sait que pour chaque indicateur, où en est la situation. Comme ce sont des quartiers qui sont priorisés au sens d'une politique publique, a priori, il va y avoir des actions spécifiques qui vont être menées. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à partir du recensement de 2017, qui commence très prochainement, on va pouvoir voir dans quelle mesure ces quartiers ont évolué et dans quelle mesure les politiques publiques ont permis d'impacter les résidents de ces quartiers. Oui, et donc ces politiques publiques, vous leur fournissez l'outil. Exactement, première étape, l'outil. L'outil, mais c'est grâce à ces chiffres qu'ils se disent, bon, ben là il faut faire ça, là il faut faire ça, là il faut faire ça. Ça sert à ça. Tout à fait. Si je cite un exemple assez simple, on voit qu'on a une typologie très claire, on a des quartiers très différents. Il ne faut pas que les politiques publiques aient une action identique, si je prends par exemple le village de Sada, que le village de Majicavo-Koropa. Il est évident que ces quartiers sont très différents et l'étude met un éclairage spécifique là-dessus. Et à partir du moment où on a connaissance de ces différences, il est évident que l'action qui doit être menée doit être légèrement adaptée en fonction de la typologie du quartier. Bien sûr. Alors, pour définir les quartiers prioritaires, on a vu qu'il y avait l'aspect sociologique, avec l'emploi, les qualifications, les diplômes. Il y a aussi le niveau d'équipement des habitations, alors que ce soit en tôle, que ce soit en dur. Est-ce qu'il y a l'eau courante, l'électricité? Est-ce que vous prenez aussi en considération des critères comme le nombre d'écoles présentes sur les zones ou les équipements sportifs, parce que la politique de la ville derrière, ça doit aussi répondre à ça. Il y a 5 critères qui ont été priorisés et qui sont inscrits dans l'arrêté. D'accord. Le premier, c'est les logements en tôle. Le deuxième, c'est l'accès à l'eau. Troisième, l'accès à l'électricité. Le quatrième, le niveau de diplôme. Et le cinquième, le niveau d'emploi. D'accord. Donc ces 5 critères ont été priorisés et identifiés pour asseoir la définition des quartiers prioritaires. Alors, vous disiez aussi que la situation de Mayotte aujourd'hui, elle est mauvaise, elle est vraiment mauvaise. En fait, c'est une situation que l'on a connue dans les autres outre-mer, notamment à La Réunion, mais c'était au siècle dernier. Ouais, le siècle n'est pas très loin, mais en pratique, alors on a un indicateur, on a mesuré l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, donc c'était le dossier logement qu'on a sorti la semaine dernière, on est dans une situation de La Réunion d'il y a 30 ans et de la Guyane d'il y a 20 ans. Donc on le présente comme ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que les autres départements d'outre-mer ont connu ce chemin. Donc quand on voit les reportages d'archives d'autres départements d'outre-mer et nos voisins de La Réunion, ça ressemble à Mayotte. Il y a 40 ans, 50 ans, ça ressemble à Mayotte. Il y avait des cases en tôle avec des familles nombreuses et avec un accès à l'eau difficile, électricité. Donc aujourd'hui, on sait ce qu'est La Réunion et on voit que les différences sont notables.
Donc on a un retard conséquent par rapport au développement, par rapport à ces indicateurs-là. On espère que, en présentant le schéma sur un retard de développement, que le futur permettra de combler ce retard. Vous avez quantifié le nombre de personnes vivant dans ces 36 quartiers prioritaires à 166 000, si je ne me trompe pas. 144, ouais. C'est juste considérable. Oui, alors ça c'est important, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est relativement méconnu comme dispositif au jour d'aujourd'hui, mais il concerne beaucoup la population mahoraise. Et en pratique, donc on a 36 quartiers répartis dans toutes les communes du territoire. Chaque commune a au moins un quartier politique de la ville, donc c'est un concernement collectif. Et on est à 2 habitants sur 3 à Mayotte qui sont concernés par cette politique publique. Si on compare avec d'autres départements d'outre-mer, c'est 1 sur 5 qui est concerné. Et en métropole, 8% de la population vit dans des quartiers prioritaires de la ville. Oui. Donc on voit que cette politique publique, elle concerne de manière majeure ce territoire en incluant 2/3 de la population contre 8% en métropole. Ce sont les prémices du recensement de la population, ce que vous êtes en train de faire, d'une certaine manière. Ce que vous quantifiez par zone et par quartier, c'est déjà du repérage, hein. Non, là on s'appuie sur le recensement de 2012. Donc on n'a pas de nouveauté. 2012. D'accord. C'est un état zéro avec le recensement de 2012. La typologie, elle n'a pas... Bon, vous voyez les quartiers, quand on connaît un peu le territoire, ça ressemble à ce qu'on connaît. L'idée vraiment, c'est d'accompagner cette politique publique avec les chiffres qui vont arriver. Vous savez, le recensement de 2017, c'est notre grande question polémique en permanence. Le recensement de 2017, on est très focalisé sur compter la population. Combien il y a d'habitants pour les dotations, et c'est important. Hein. Mais au-delà de ça, le recensement, ça a beaucoup d'intérêt. Alors le premier, c'est d'abord, vous voyez, une application, c'est de caractériser les territoires. Ouais. C'est la seule donnée infracommunale. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec ces éléments-là, on peut dire qu'est-ce qui se passe dans un tout petit endroit, dans un tout petit quartier. Ce qui se passe à la Vigie, j'ai oublié d'en parler, mais c'est la première fois qu'on a des données statistiques sur la Vigie, qui n'est ni un village ni une commune. Non. Donc on a des éléments très précis avec le recensement, et c'est la seule donnée statistique qui permet d'avoir ce niveau de finesse. Donc on a une application, on avait récemment sorti une autre application sur les projections de population. Donc le recensement, ça ne sert pas simplement à compter, ça, évidemment tout le monde là, il y a les dotations, c'est une question de fond pour chacun, mais ça sert aussi à asseoir des analyses qui permettent de connaître très finement le territoire d'une part, et qui permettent aussi de se projeter pour construire un avenir meilleur pour le territoire de Mayotte. C'est pour ça que c'est un dossier pour le recensement, quand on le reçoit. C'est pas juste une case où on met le nombre de personnes. Non, mais il y a d'autres questions. Exactement, c'est-à-dire que généralement, dans l'esprit, quand on parle compter, on a l'impression qu'on a un dispositif qui permet juste de compter, donc qui n'est pas très difficile. Nous, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille dessus. Il y a beaucoup de questions qui permettent de caractériser au mieux les différents territoires. Et c'est vraiment fondamental. Hein. Comment avez-vous fait pour délimiter les quartiers? Parce que si je regarde bien aujourd'hui, les quartiers, ils se créent de manière spontanée. Vous parlez de la Vigie qui n'est pas un quartier, c'est une zone spontanée où les gens se sont implantés. Il y a Cavani, mais il y a aussi Cavani Sud. Et Cavani Sud, c'est l'un des plus grands bidonvilles qui soit. Est-ce que ça c'est pris en compte ou quel est le zonage? Quel est le périmètre des quartiers? Alors, dans cette première phase, alors c'est pas nous qui l'avons fait, mais le législateur a globalement fait correspondre les quartiers au village, dans la majorité des cas. Alors, il y a quelques exceptions dans ces 36. Il y a celui de Cavani, il y a un grand quartier politique de la ville qui correspond à Cavani, Msapérem, Gombani, à plus de 22 000 habitants. Donc ça, c'est un seul quartier politique de la ville qui est le plus gros du territoire. D'accord. Ah oui. D'accord. Mieux. D'accord. Et vous avez la Vigie qui a été identifiée à part. Alors la Vigie, c'est intéressant parce que la Vigie, ça ne correspond pas aux définitions sociologiques habituelles du territoire. Mayotte, c'est construit sur des villages, tout le monde clarifie bien les villages. Et la Vigie, c'est un quartier un peu spontané qui s'est constitué, mais en dehors de la structure villageoise habituelle. Donc du coup, il y a eu un travail qui a été fait spécifique pour faire une détermination de la limite de la Vigie, qui est contestable, éventuellement, vu que ça n'existait pas avant. Mais c'est comme dans toutes les politiques de la ville. Quand on définit un quartier en métropole, vous avez le droit de dire non, moi je ne suis pas d'accord, c'est la rue d'après. Ce n'est pas des définitions régaliennes pures. Il se trouve que la politique de la ville définit ces limites-là pour asseoir un périmètre sur lequel elle mène une action spécifique. Oui, mais c'est pour ça évolue tellement vite. Les quartiers se créent de manière justement spontanée, comme à la Vigie, par exemple sur les hauteurs de Kawini, où on a Mangatélé, maintenant on a Vietnam, on a d'autres des quartiers qui sont créés par les personnes qui y habitent, mais est-ce qu'ils sont pris en considération dans le Kawini même? Oui, pour le coup, là, le cas est assez simple, parce que tout Kawini a été pris. En fait, hormis la Vigie et le quartier compliqué que je vous ai cité, il y a que tout correspond à des villages. À Mayotte, justement, prenant en compte la spécificité du territoire qui s'appuie beaucoup sur cette notion de village, le législateur a fait correspondre les quartiers, dans la majorité partie des cas, à des villages.
D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. On y voit plus clair, notamment sur qui a défini ces quartiers et comment. Moi, personnellement, je pensais que c'était vous sur le terrain qui étiez allé et qui les avez arrêtés. C'est très très intéressant parce qu'en effet, c'est le révélateur du chantier qui a mené en matière d'aménagement et d'évolution pour la population. Merci beaucoup, Jamel Mekawi. Juste ce qui est important, vous voyez, généralement, on parle d'éclairage du débat public. Là, on est sur un autre champ de notre expertise. On démarre sur l'évaluation des politiques publiques. Donc on a deux grands sujets. Éclairer, c'est une chose, mais quelque chose sur lequel on essaye de beaucoup travailler, qui est beaucoup plus complexe en soi, mais qui est encore plus porteur, c'est évaluer les politiques publiques. Donc si on y arrive, on pourra dire si la politique publique menée a statistiquement atteint ses objectifs ou pas. Oui. Donc c'est quelque chose de fondamental, vraiment, parce que faire des politiques publiques c'est bien, donc c'est un grand débat, mais la grande question c'est de savoir si elles ont été efficaces ou pas. Parce que ça marche. C'est clair. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.